et bon réveil, c'est le morning, vous êtes sur i24 News. Merci d'être avec nous ce matin. Voici les titres de l'actualité. Israël a finalement un gouvernement. Il sera intronisé ce soir. La bataille politique de Binyamin Netanyahou ne fait pourtant que commencer à domicile, mais également face aux pressions internationales. La 68e édition du Festival de Cannes a ouvert ses portes hier soir. Premier tapis rouge, film d'ouverture et une cérémonie très commentée. Les images dans un instant. Le président français et ses femmes, Valérie Trierweiler, Julie Gaillet, Ségolène Royal, toutes ont fait les gros titres cette semaine. François Hollande voulait se défaire des indiscrétions sur sa vie privée, mais n'y parvient pas. Et puis 4 mois après les attentats de Paris, le débat sur l'esprit du 11 janvier fait rage. La France est-elle islamophobe? La laïcité, telle que conçue en 1905, a-t-elle échoué? On en parle avec Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France. Enfin, coup de projecteur sur ces papas décomplexés. Les daddy cool envahissent le web, forum, communauté virale. On y parle biberon, sommeil et paternité assumée. Bienvenue à tous. Plus de 60 jours après les élections, Israël se dote donc enfin d'un gouvernement. Il sera intronisé dès ce soir, mais cette première bataille n'aura pas été de tout repos pour Binyamin Netanyahou. Les explications de Joseph Emmanuel. Premier test passé avec succès pour Binyamin Netanyahou. Aucune défection dans sa coalition pour un vote important qui permet d'augmenter le nombre de ses ministres. La voie est désormais tracée pour la présentation du nouveau gouvernement à la Knesset. Une présentation qui aura lieu jeudi soir et qui vient clore un processus qui aura duré presque 2 mois depuis la réélection de Binyamin Netanyahou. Le Premier ministre se remet donc au travail. De nombreux défis se posent au gouvernement qui s'apprête à être intronisé. Politiques, militaires, économiques et sociaux. Mais la confrontation permanente avec la menace iranienne occupera une place de premier plan. Le dossier du nucléaire iranien est donc présent dans cette première prise de parole, signe que la normalité revient dans un moment d'instabilité politique. Une instabilité qui prendra fin ce jeudi soir avec l'attribution des derniers portefeuilles ministériels encore vacants au ministre du Likoud. Plus de ministres grâce à cette loi, mais le nombre autorisé ne suffira pas à assouvir toutes les ambitions des cadres du Likoud. Des aigreurs et des frustrations sont à attendre chez ceux qui ne seront pas nommés, mais ces frustrations n'auront pas d'incidence. Binyamin Netanyahou a choisi de faire passer la loi avant de présenter son gouvernement pour une raison simple, la défection d'un seul membre de la coalition, par frustration par exemple de n'avoir pas reçu de Marocain ministériel, aurait inévitablement empêché la loi de passer. Une première victoire pour ce nouveau mandat, mais ce gouvernement reste l'un des plus fragiles de l'histoire d'Israël. Binyamin Netanyahou se retrouve à la merci de n'importe quelle défection, avec une majorité gouvernementale ténue de 61 sièges sur 120. Les exigences de ses partenaires pèseront lourd sur le 4e mandat de Binyamin Netanyahou comme Premier ministre. Un épisode de plus d'une fragilité annoncée dans une longue tradition d'instabilité dans la politique d'Israël. Et bonjour à Daniel Haïk, on vous retrouve devant le Parlement israélien à Jérusalem. Daniel, quel est le programme de la journée ? Eh bien, à 19h, Binyamin Netanyahou montera la tribune de la Knesset pour présenter son 4e gouvernement, le 34e de l'État d'Israël. Il détaillera à cette occasion la plateforme politique de ce gouvernement et réclamera la confiance de la Chambre. Ensuite, un débat se déroulera avec des prises de parole du président de l'opposition, du nouveau chef de l'opposition Yitzhak Herzog, de tous les chefs des formations représentées à la Knesset. Et ce n'est qu'ensuite qu'interviendra le vote de confiance. Alors, bien entendu, si tout se passe comme prévu, 61 députés de cette étroite coalition de Binyamin Netanyahou devraient voter la confiance à ce gouvernement. Et ensuite, tous les ministres prêteront serment de loyauté, de fidélité à l'État d'Israël. La soirée devrait se terminer à la présidence de l'État pour une traditionnelle photo officielle en présence de Reuven Rivlin. Daniel, il faut souligner que la solution à 2 États pour régler le conflit israélo-palestinien ne figure sur aucun accord de coalition.
Non, effectivement, si l'on détaille les 18 clauses de la plateforme politique du nouveau gouvernement, eh bien, effectivement, le terme de 2 États pour 2 peuples ne figure pas. Il y a une clause qui mentionne le désir de l'État d'Israël de négocier avec les Palestiniens en vue d'envisager un règlement de paix avec les Palestiniens. Également des clauses concernant la sécurité de l'État d'Israël, mais pas effectivement le terme de 2 États pour 2 peuples, ce qui devrait froisser quelque peu la communauté internationale, la Maison-Blanche en particulier, et peut-être aussi l'Union européenne. Et Daniel, ce n'est pas un hasard, hein, donc si la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, se rendra en Israël la semaine prochaine. Oui, Federica Mogherini est attendue mercredi prochain en Israël. Elle va venir pour essayer peut-être de prendre le pouls de ce nouveau gouvernement de Binyamin Netanyahou. Il faut noter qu'hier, une lettre a été rendue publique. Elle a été adressée à Federica Mogherini, une lettre rédigée par d'anciens ministres des Affaires étrangères européens, comme Hubert Védrine, l'ancien ministre français. Une lettre appelant à Federica Mogherini à être plus agressive envers l'État d'Israël, à forcer l'État d'Israël à reprendre les négociations justement sur la base de 2 États pour 2 peuples. C'est une volonté donc de ces anciens ministres. Est-ce que Federica Mogherini adoptera cette attitude, on va dire, agressive envers l'État d'Israël? Il faudra attendre la semaine prochaine, mais il y a aussi des informations selon lesquelles la Maison-Blanche pourrait s'empresser de faire pression sur Binyamin Netanyahou afin de reprendre les négociations avec les Palestiniens le plus rapidement possible. Merci beaucoup Daniel depuis la Knesset. Et c'est dans ce contexte qu'on apprend que le Vatican va reconnaître l'État palestinien. Le Saint-Siège réaffirme son soutien à une solution à 2 États. C'est ce que précise le communiqué en ajoutant qu'il s'agit également d'une façon de protéger la minorité chrétienne palestinienne. L'accord pourrait être signé dès ce week-end lors de la visite du président palestinien Mahmoud Abbas ce dimanche au Vatican. Bonjour à Avi Pazner, vous étiez ambassadeur d'Israël à Rome. C'est vous qui avez établi les relations diplomatiques entre les 2 États. Est-ce que cette décision du Vatican est un revers pour Israël? Je suis extrêmement déçu hier quand j'ai appris cette décision. J'ai beaucoup œuvré à l'établissement de relations diplomatiques entre Israël et le Vatican parce que au début de l'existence d'Israël, le Vatican n'avait pas reconnu Israël. Et je pensais qu'il était extrêmement important que le Vatican établisse des relations diplomatiques avec Israël, non pas seulement à cause des relations avec le Vatican lui-même, mais parce que le Vatican représente quand même 1 milliard de catholiques de par le monde et beaucoup de pays sont des pays catholiques, spécialement en Europe latine, en Amérique latine. Et voilà que le Vatican, sans consulter Israël, va reconnaître l'État de Palestine. Alors c'est déplorable, car c'est justement là ce qu'il ne faut pas faire si on veut encourager les Palestiniens à un dialogue avec Israël, à des négociations avec Israël. Si tous les États du monde reconnaîtraient la Palestine comme étant indépendante, de quoi parlerait-on dans les négociations? Et je suis déçu, très déçu. Avi Pazner, que le pape François Ier ne comprend pas ça. On comprend votre décision, mais est-ce que selon vous, cette décision du Vatican n'est finalement que le prélude des pressions diplomatiques qui attendent le nouveau gouvernement Netanyahou, qui ne fait pas de ces négociations avec les Palestiniens sa priorité? Oui, il y a une possibilité, on entend beaucoup ces derniers jours des possibilités de pression non seulement de la part des États-Unis, mais peut-être et surtout de la part des pays européens qui prônent une solution pour 2 États. Et comme vous le savez, Netanyahou avait déclaré durant la campagne électorale qu'il ne voyait pas de possibilité pour le moment d'installer, de construire une entité palestinienne indépendante. Et cela, je crois, va créer des difficultés. Le fait même que Mme Mogherini va venir la semaine prochaine en Israël démontre à quel point l'Europe a hâte de voir quelle est la politique du nouveau gouvernement israélien, qui est un gouvernement de droite, avec les religieux, qui a moins de marge de manœuvre mettons que s'il y avait eu un gouvernement d'union nationale,
sur ce point-là. Je suis sûr que Netanyahou comprend très bien la question. C'est un diplomate lui-même chevronné, un homme d'État avec beaucoup d'expérience. Et il va falloir être maintenant très prudent de ne pas tomber dans ce piège de l'Europe. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir été avec nous ce matin. Allez, autre chose à présent, les yeux du monde rivés hier soir sur les 24 marches les plus célèbres de la planète. Le coup d'envoi du Festival de Cannes a été donné, cérémonie d'ouverture suivie du film d'ouverture. Le récit en images de Chloé Demoulin. Première montée des marches et défilé de stars, le Festival de Cannes, rendez-vous incontournable du cinéma mondial, s'est ouvert ce mercredi sur la Croisette. Les acteurs se sont succédés sur le tapis rouge avant la cérémonie officielle d'ouverture. Good evening, everyone. Guten Abend, buenas tardes, buonasera a tutti. Welcome to Cannes. Une machine bien rodée, mais cette surprise tout de même, c'est au film de la Française Emmanuelle Berco, La tête haute, qui est revenu le privilège d'ouvrir le festival. L'histoire chaotique d'un jeune délinquant en voie de réinsertion, bien loin donc des films glamour habituellement choisis. Chargés de départager les films en compétition, les membres du jury ont toutefois prévenu, ils ne veulent pas distribuer les mauvais points. Nous ne sommes pas vraiment des critiques ici. Il ne s'agit pas de dire ce que nous détestons ou voilà, des choses que nous n'aimons pas. Mais il s'agit plutôt de dire quel film nous aimons vraiment et que nous voulons mettre à l'honneur. We are here not as a panel of... Nous ne sommes pas un groupe de juges sévères qui vont dire ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Nous sommes ici pour dire ce que nous aimons, ce que nous adorons dans les films que nous voyons. C'est la ligne de conduite d'un groupe plutôt qu'un verdict. Au total, 19 films sont en compétition pour décrocher la célèbre Palme d'Or. Outre Emmanuelle Berco, 2 autres Françaises, Mai Wen et Valérie Donzelli, sont dans la course. 3 films italiens, 2 asiatiques et 2 américains sont aussi sur les rangs, dont Gus Van Sant, Palme d'Or 2003 pour Elephant. Rendez-vous pour le verdict le 24 mai prochain. Voilà, 2 semaines de cinéma qui nous attendent. Alors ce festival de Cannes met en avant, Betsabé, l'image de la femme. On revient avec vous sur le discours d'ouverture hier soir de Lambert Wilson. Oui, qui n'est pas une femme, mais qui a lancé un véritable plaidoyer pour la femme. Sans grande surprise, bien évidemment, l'organisation du festival s'étant fait souvent reprocher ces dernières années l'absence ou en tout cas la sous-représentation des femmes cinéastes en compétition. Lambert Wilson devait donc nous rassurer et il s'est pris au jeu. Ainsi, le maître de cérémonie a demandé aux invités de fermer les yeux et d'imaginer le festival de Cannes. Quand vous pensez au festival, c'est une femme. Cannes est une femme, a-t-il lancé. Il a alors évoqué plusieurs femmes comme Ingrid Bergman, on l'a vu, qui est sur l'affiche du festival, ou encore Mademoiselle Catherine Deneuve. Elle affiche donc De la tête en haut, le film réalisé par Emmanuelle Berco qui est présenté en ouverture et hors compétition, La tête haute. La formule n'a pas laissé les internautes indifférents. Regardez ce tweet, elle serait ridicule, cette formule. D'ailleurs, Lambert Wilson aurait été lui-même un petit peu long. Des internautes plutôt réactifs aussi quand le maître de cérémonie a insisté sur la place des femmes dans le cinéma. Qu'elles soient réalisatrices, actrices, techniciennes, le cinéma révèle les femmes quand certains voudraient les mettre dans l'ombre, a-t-il prétendu. Alors, Captain Marv réplique: bonne idée si seulement la sélection le reflétait. Ou encore, vous avez ce tweet de Guedas. C'est choupi, cet hommage de Lambert Wilson aux actrices. Ça évite de demander où sont les réalisatrices. C'est une vraie question. Alors justement, est-ce que cette année, le festival est vraiment plus féminin ? Alors, il faut admettre que des progrès ont été réalisés. Vous avez, comme on l'a vu dans le reportage, Valérie Donzelli, Mai Wen qui sont en compétition. Le film d'Emmanuelle Berco qui fait donc l'ouverture. Mais selon Slate, seulement 10,5% de femmes réalisatrices sont en compétition cette année. Alors, la vraie bonne nouvelle, c'est quoi, Barbara ? 2 films de femmes en compétition, ce n'est pas moins que l'an dernier. Voilà, quand on pense que les sélectionneurs des films dits majeurs sont des hommes, ce n'est après tout pas si mal. Voilà, c'est déjà ça. Pas moins que l'an dernier. Merci Betsabé. Et vous le savez, pendant 12 jours, la ville de Cannes tout entière vit au rythme du festival. Les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants, tous sont sur le qui-vive. Je vous propose d'écouter le maire de la ville. David Linard a répondu à nos questions sur la particularité du festival de Cannes.
Nous travaillons avec Pierre Lescure pour que le festival conforte sa position. Le plus dur, c'est de rester leader. C'est devenu le plus grand festival culturel au monde, en termes d'impact médiatique, avec le plus grand marché du film au monde et parallèlement des sélections indépendantes. Donc la difficulté, c'est toujours de rester en haut. Et la seule façon de rester en haut, c'est d'être dans l'équilibre du cycliste. Il faut avancer, il ne faut pas être dans l'équilibre du fauteuil. Alors pour cela, il faut toujours renforcer les fondamentaux, une sélection qui doit être toujours internationale, l'équilibre entre le glamour, il faut du glamour, il faut aussi une partie intellectuelle, et il faut que le festival se nourrisse des reproches qui lui sont parfois faits, il faut toujours plus de glamour, toujours plus intellectuel, il faut toujours plus de travail et de professionnel et plus de fêtes aussi. Donc avec Pierre Lescure, nous travaillons, avec Thierry Frémaux évidemment, pour qu'on trouve les ingrédients qui feront que le festival au cours des 20 prochaines années sera toujours plus prospère. Vous vous rendez compte quand même de ce paradoxe, de ce French paradoxe, pour une fois vertueux. C'est à Cannes, dans une petite ville du sud de la France, une ville magnifique, une petite ville, qui est organisée une telle manifestation. Voilà, dans une époque où on a toujours tendance à dénigrer ce qui se passe, il y a beaucoup de problèmes en France, il y a aussi beaucoup de créativité, beaucoup de talent, beaucoup de savoir-faire sur les capacités d'accueil des événements internationaux. Je pense qu'on peut dire qu'on est les meilleurs au monde en la matière. Et je crois que Cannes fait honneur à la France et que la France rayonne dans le monde à travers ces grands événements, qu'ils soient sportifs ou culturels. Je pense qu'il y a un vrai gisement d'emploi, de création de valeur, de création de richesse, si on gère nos territoires comme des marques, si on enlève un peu de bureaucratie, si on n'hésite pas à mettre de la sécurité quand il le faut. Moi j'y crois et l'avenir de la France il est là. Le festival va évoluer dans ce sens-là, toujours plus de professionnalisme, aussi de plus d'ouverture au public. Si on arrive à concilier ces paradoxes, je pense qu'on peut être rassuré sur les prochaines années. Allez, un mot d'économie avec cette bonne nouvelle pour la France. La croissance est plus forte qu'attendue pour le premier trimestre, 0,6% contre 0,4% prévu. De quoi conforter les prévisions pour l'ensemble de l'année 2015. Léa Volbert. La satisfaction se lit sur les visages. La croissance de l'économie française enregistre un rebond de 0,6% au premier trimestre 2015, un chiffre pour la première fois supérieur à la moyenne de la croissance de la zone euro. Supérieur également à la croissance de l'Allemagne qui s'établit à 0,3%. Une impulsion due principalement à la consommation des ménages. Selon le ministre des Finances Michel Sapin, la France a donc toutes les chances de dépasser les 1% d'ici la fin de l'année 2015. Je prends ce 1% comme un plancher, c'est le seuil sur lequel nous nous appuyons pour continuer, approfondir, rebondir. Un optimisme partagé par le FMI qui, dès le milieu du mois d'avril, avait revu ses prévisions à la hausse pour la France, tablant sur 1,2% au lieu de 0,9%. Mais François Hollande temporise et rappelle que l'objectif numéro 1 reste la baisse du chômage. Or, ce rebond encourageant s'accompagne d'un léger recul de l'emploi dans le secteur marchand. Ces 3 derniers mois, 13 500 postes ont été détruits. Autre nuance, l'INSEE annonce une nouvelle baisse de l'investissement total qui recule de 0,2 après une baisse de 0,4% au 4e trimestre. L'Italie renoue également lentement mais sûrement avec la croissance. Le PIB de la 3e économie de la zone euro enregistre une hausse de 0,3% au premier trimestre. Changement de ton, donc, de la Commission européenne. Comme chaque année, Bruxelles a adressé ses recommandations économiques, pays par pays. Verdict du vice-président de la Commission européenne. Je salue les autorités françaises pour leur engagement à se réformer et pour les mesures prises afin d'assurer la viabilité des finances publiques et ramener le déficit sous 3% d'ici 2017. Toutefois, il est essentiel que le gouvernement français maintienne l'élan et profite de l'amélioration des conditions économiques pour poursuivre l'agenda de réforme. À savoir la poursuite des réformes du marché du travail et les efforts de simplification pour soutenir la compétitivité et l'amélioration du système fiscal. Des déclarations qui semblent néanmoins éloigner la perspective de sanctions contre la France en raison de son déficit excessif. Valérie Trierweiler, dans une nouvelle déclaration choc, Julie Gaillet qui fait changer le titre de son film et Ségolène Royal qui affiche une complicité avec son ancien compagnon. Rudy, finalement, on n'aura jamais autant parlé des femmes du président. Ouais, regardez ce tweet de Johan Hufnagel, il est journaliste à Libé et il résume parfaitement l'atmosphère. L'Obs titre sur Ségolène Royal, la nommant notamment la vice-présidence. Le Parisien fait écho de la dernière révélation de Valérie Trierweiler et l'Express dresse le portrait d'une mystérieuse Julie Gaillet, une conjonction médiatique qui n'est pas du tout du goût du président. Alors on va voir un petit peu où en sont celles qu'on va appeler donc les femmes du président.
Ségolène Royal, donc la mère de ses 4 enfants, après une traversée du désert politique, un échec à la primaire socialiste, elle opère là un vrai retour sur le devant de la scène politique. Elle est ministre de l'écologie, mais elle est solidement ancrée à son poste depuis déjà 1 an et 1 mois. Et dans l'entourage de François Hollande, on dit que son style et sa popularité sont, je cite, la force du président. Elle a d'ailleurs accompagné en voyage dernièrement aux Antilles. Pour elle, c'est une manière de couper court donc avec cette traversée du désert. Et puis pour François Hollande, c'est aussi une manière d'installer le personnage de l'homme apaisé qui est en paix avec son ex-épouse et qui peut tranquillement travailler avec elle. Cela dit, Tralvaler tire à boulet rouge sur le duo dans une interview qu'elle a donnée cette semaine aux Parisiens. Oui, cette semaine sortait la version poche de son best-seller Merci pour ce moment. Valérie Trierweiler en profite donc pour égratigner ce fameux duo reconstitué. Elle parle d'un duo indissociable pour qui, je cite, le pouvoir est leur raison de vivre, leur obsession commune. Elle ajoute que leur vie entière a été dédiée à cette cause, à cette accession à l'Élysée. Il restait juste à savoir qui des deux obtiendrait le poste. Ça, c'est fait. Et elle pense même avoir été utilisée à la conquête du pouvoir en 2012. Voilà, et la 3e femme du président, enfin c'est sa compagne actuelle, Julie Gaillet, qui fait changer le titre de son film. Oui, vous avez bien fait de dire compagne, parce qu'elle est compagne, mais elle n'est pas première dame. On dit d'ailleurs que Julie Gaillet se surnomme elle-même la fiancée du président. Alors sur le plan de la com, il y a une volonté très très claire de ne pas faire de vagues, de cloisonner après 2 relations et 2 personnalités très fortes pour François Hollande. D'ailleurs, le fait d'évoquer sa relation avec Julie Gaillet met le président dans tous ses états. C'est une sorte de tabou à l'Élysée. Alors même si elle vit désormais à l'Élysée et qu'elle a refait un peu la déco, elle allait chercher dans la réserve de meubles de l'Élysée pour refaire un peu la déco à son goût, Julie Gaillet observe une neutralité, un silence très contrôlé par le président. Elle fait attention de ne rien coûter aussi à l'Élysée. Et puis dès qu'elle se met à parler de politique, on dit dans les cocktails que dès qu'elle se met à parler de politique, le président, avec l'humour qu'on lui connaît, change habilement de sujet pour qu'aucune déclaration politique ne sorte de la bouche de Julie Gaillet. Il aurait été donc très traumatisé par son expérience passée avec Valérie Trierweiler et souhaiterait donc une fin de mandat sans aucune secousse médiatico-amoureuse. Et donc, dernier signe de cette extrême prudence, vous l'avez dit en introduction, elle aurait demandé, selon l'Express, à faire changer le titre de son prochain film qui s'appelait Merci pour cette collaboration. Voilà. Ça rappelle d'autres choses que le président veut oublier. Merci beaucoup, Rudy. À l'étranger, cette situation chaotique au Burundi, après des semaines de contestation populaire, un général a annoncé hier la destitution du président Pierre Nkurunziza en déplacement à l'étranger. Il a tenté de rejoindre son pays, mais l'avion présidentiel a été forcé de faire demi-tour. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui. Washington appelle au calme. Chloé Demoulin. Ces soldats loyalistes montent la garde à Bujumbura devant la radio-télévision nationale. Ils ont tiré en l'air ce mercredi pour disperser les centaines de civils qui marchaient vers eux. Quelques heures plus tôt, un général de l'armée avait annoncé la destitution du président Pierre Nkurunziza et la dissolution du gouvernement. Le général putschiste Godefroy Niyombare est l'ex-chef des renseignements. Il avait été limogé en février par le chef de l'État pour lui avoir déconseillé de briguer un 3e mandat. Un 3e mandat jugé inconstitutionnel par ses adversaires politiques et contre lequel la population manifeste depuis le 26 avril. Cependant, dans la foulée, la présidence burundaise a assuré sur Twitter que la tentative de coup d'État avait échoué et que la situation était maîtrisée. Peu avant, un conseiller de la présidence avait lui parlé du coup d'État comme d'une simple plaisanterie. Incident qui intervient alors que le président Nkurunziza se trouve à Dar es Salaam en Tanzanie. Il assiste à un sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine, un sommet précisément destiné à trouver une solution à la crise qui a éclaté dans son pays. Ce soir, le président essaye de rentrer au Burundi, mais les putschistes ont ordonné la fermeture de l'aéroport. Les démentis de la présidence n'ont pas empêché les manifestants de se réjouir. Si possible, il devrait y rester en Tanzanie. Nous ne voulons pas de lui. Nous sommes fatigués de lui et des choses qu'il nous a fait subir. Il pense qu'il peut faire ce qu'il veut des citoyens. Eh bien qu'il essaye maintenant. Les affrontements entre les manifestants et les forces de police loyales au président se sont poursuivis ce mercredi. Les violences autour de cette contestation ont causé la mort d'une vingtaine de personnes depuis le 26 avril dernier.
Alors Myriam, on l'a entendu, démenti du président sur sa destitution, c'est l'incertitude qui règne dans le pays. Incertitude totale et puis surtout un président muet, parce que ce n'est pas le président en personne qui a démenti le coup d'État, il n'est d'ailleurs pas sur le sol du Burundi en ce moment, mais son conseiller en communication. Le président pour le moment, eh bien, on ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est toujours en Tanzanie, à ce fameux sommet des chefs des chefs d'État de l'Afrique de l'Est, ou bien alors est-ce qu'il est en Ouganda, comme l'ont supposé plusieurs reporters de RFI? Pour le moment, aucune information fiable. Ce qu'on sait aussi, c'est que la télévision d'État n'est toujours pas tombée entre les mains du général putschiste, le général Nyombare, mais que c'est toujours le gouvernement en place qui le détient. Autrement dit, le seul moyen de communication légale est toujours entre les mains de l'État et l'incertitude est toujours totale. Qui est ce général putschiste? Alors ce général putschiste, d'abord il est très jeune, il a simplement une quarantaine d'années et comme on vient de le voir dans ce sujet, eh bien c'est l'ancien chef des renseignements du président déchu actuellement. Et c'est certain également, c'est un homme respecté par la population, un homme de dialogue et il est très possible qu'il soit le médiateur à venir. Il dénonçait le 3e mandat du président en place et l'objectif, ça va sans doute être, c'est également l'objectif de la communauté internationale, de maintenir coûte que coûte les prochains scrutins. Problème, 28 mai, scrutin législatif, 27 juin, scrutin présidentiel. Le Burundi, aujourd'hui, est dans l'instabilité la plus totale. Merci Myriam. Du football à présent, demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Hier soir, les Turinois l'avaient emporté 2-1 à l'aller et hier, le spectacle, Rudy, était au rendez-vous. Oui, c'était un match très intense, plein de suspense dans un stade Santiago Bernabéu, plein comme un œuf. Les Madrilènes devaient donc l'emporter pour accéder donc à la finale, mais ils sont tombés finalement sur plus rigoureux. Les Turinois ont obtenu le match nul 1 partout et donc joueront la finale le 6 juin à Berlin. Le Real a très bien commencé le match avec une grosse domination qui s'est concrétisée par un pénalty et donc un but de Cristiano Ronaldo. Les Turinois étaient donc condamnés à ce moment-là à marquer et ils l'ont fait à la 57e minute avec Morata suite à une énorme domination turinoise. Et puis alors ensuite les Madrilènes auront évidemment dans le suspense tout tenté pour marquer ce but qui les qualifierait et puis finalement ils étaient trop désordonnés pour faire craquer la Juve. Je vous propose d'écouter un entraîneur heureux, c'est celui de la Juve, il s'appelle Massimiliano Allegri. Nous avons mérité cette finale parce que les joueurs y ont cru jusqu'au bout. En première mi-temps, nous avons maintenu un équilibre important sur le terrain. Battre le Barça est compliqué, même si c'est sur un seul match. Quand on joue face à de grands joueurs, il faut avoir la patience de les contenir. Voilà, et puis côté Real, ça fait beaucoup de déceptions en peu de temps. Oui, parce qu'en championnat d'Espagne, les Madrilènes ont dit quasiment adieu au titre. Et donc, cette Ligue des Champions devenait l'objectif de la saison. Et donc, c'est raté. Alors, dans ce genre de grand club, il n'en faut pas moins pour très vite remettre en cause l'avenir de l'entraîneur. L'entraîneur, c'est Carlo Ancelotti. Je propose de l'écouter. Pour moi, mon futur est déjà décidé. J'aimerais rester ici, mais je connais très bien le football. Et je sais que le club a le droit de changer d'entraîneur. Un club tiene el derecho de cambiar el entrenador. Voilà, et la finale, ce sera donc Barça-Juve. Oui, et la Juve a fait un très très beau parcours, elle a fait une très belle saison, donc elle est déjà sacrée championne d'Italie et elle aura donc toutes ses chances en finale avec sa solidité défensive. À noter, comme le remarque le compte Twitter d'un fan de l'AS Monaco, la maigre consolation, c'est que la finale de la Ligue des Champions se jouera entre les deux tombeurs des clubs français en quart de finale, donc le Barça et la Juve. Merci Rudy, le rendez-vous est pris. À suivre, après un nouveau journal, 4 mois après les attentats de Paris, eh bien, le débat sur l'esprit du 11 janvier fait rage. La France est-elle islamophobe? Une question qu'on pose à Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France. On le retrouve juste après. Un point sur l'actu qui vous est présenté par Sarah Gaudron. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. 4 mois après les attentats de Paris, le débat sur l'esprit du 11 janvier fait rage. La France est-elle islamophobe? La laïcité telle que conçue en 1905 a-t-elle échoué? On va en parler avec vous, Daniel Keller, dans un instant. Merci d'être avec nous. Vous êtes grand maître du Grand Orient de France. Juste après ce rappel des faits en images, il est signé Léa Volbert. C'était il y a 4 mois. Des millions de Français dans les rues, unis contre l'obscurantisme, unis pour la tolérance, le respect, la liberté, unis pour soutenir les valeurs de la République. Que reste-t-il aujourd'hui de l'esprit du 11 janvier ?
L'historien et anthropologue Emmanuel Todd dénonce une imposture, un accès d'hystérie, une crise religieuse d'une nation qui se ment à elle-même et qui défile pour affirmer un pouvoir social et une domination. Pour Emmanuel Todd, ces rassemblements étaient ceux de la France blanche des classes moyennes supérieures. Réponse de Manuel Valls dans les colonnes du Monde. Je réponds ici à Emmanuel Todd, mais je ne réponds pas qu'à lui. Le plus inquiétant dans ces thèses, c'est qu'elle participe d'un cynisme ambiant, d'un renoncement en règles, de l'abandon en rase campagne de la part d'intellectuels qui ne croient plus en la France. Et de rappeler dans sa tribune, le 11 janvier était d'abord une exigence adressée aux responsables politiques de tous bords. L'optimisme de Manuel Valls, c'est l'optimisme de la Révolution nationale et du maréchal Pétain. Référence au discours du maréchal Pétain sur la mauvaise France, celle des Français qui résistent. Dès le mois de janvier, la classe politique s'est effectivement emparée du sujet. Renforcement des effectifs militaires, nouvelle formation dans l'éducation nationale, loi sur le renseignement. Autant de mesures qui découlent directement des attentats de janvier. Bien avant jeudi dernier, beaucoup d'intellectuels de différents bords politiques se sont également employés à s'interroger sur les idées véhiculées lors de ces rassemblements. Dès le 28 janvier, le philosophe Alain Badiou s'émeut dans une tribune de l'impossibilité, durant ces derniers jours de cette affaire, d'exprimer un autre avis que celui qui consiste à s'enchanter de notre République. D'autres ont pointé la démagogie, le masque d'une classe politique prétendument unie. Mais Manuel Valls n'en démord pas. Pour lui, le 11 janvier, la France s'est retrouvée, forte et fière. Ce souffle ne doit pas s'éteindre. Daniel Keller, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête de la première obédience maçonnique française. Vous êtes un homme d'entreprise également. Vous faites partie de la direction du groupe Renault, Normalien, agrégé de lettres et énarque. D'abord un mot de vos responsabilités, grand maître du Grand Orient de France. C'est sans doute une des fonctions les plus mystérieuses du monde. Bon, ça n'a rien de mystérieux. Le Grand Orient de France est une obédience maçonnique. C'est une société initiatique, comme on dit, qui regroupe un peu plus de 50 000 membres, mais qui est également tournée vers ce que l'on appelle la réflexion sociétale. Donc c'est un travail qui est entrepris au Grand Orient de France maintenant depuis plusieurs siècles. Ça fait plus de 240 ans qu'existe le Grand Orient. Et voilà, c'est une tâche passionnante. Alors, de réflexion sociétale, il en est beaucoup question en ce moment. Comment vous avez perçu, en tant que fervent défenseur des valeurs de la laïcité et de la République, les attentats du mois de janvier ? Je crois que ces attentats ont ébranlé la France. Il y avait beaucoup de francs-maçons dans les défilés du 11 janvier. Beaucoup de francs-maçons qui sont des citoyens et des citoyennes préoccupés par le devenir de notre société. Je crois que la société française est une société déchirée et voilà, et il y a nécessité de la reconstruire, de la recomposer. C'est ce à quoi s'emploient ceux qui nous gouvernent. Et je crois qu'il y a une nécessité d'un vrai élan d'unité pour réussir à reforger cette société française, cette République dont on parle beaucoup, mais qui ne doit pas être un simple mot. Est-ce qu'il est nécessaire également de réfléchir à ce concept, à ce modèle de laïcité à la française, tel que conçu en 1905, face à la crise identitaire, tout simplement, qu'est en train de vivre la France ? Je n'aime pas l'expression laïcité à la française. C'est quand même un modèle unique au monde. Mais en fait, c'est quelque chose qui est finalement plus universel et plus partageable qu'on ne peut le dire. La laïcité en France, c'est simplement l'idée que le politique est séparé du religieux. Voilà. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une organisation avant tout de la société dans laquelle, précisément, eh bien, le politique ne dépend d'aucune instance ou d'aucune référence religieuse. Et c'est ça que vient institutionnaliser la loi de 1905. C'est une forme de gouvernement, d'organisation politico-sociale très particulière. Mais est-ce qu'au nom de ce principe, de cette laïcité à tout prix, la France n'est-elle pas tombée dans un piège, finalement, à savoir la restriction des libertés au nom de la défense des libertés ? Bien, il n'y a pas de liberté absolue. Toute liberté s'arrête là où commence la liberté d'autrui. Donc je crois que la vraie ambiguïté que l'on a aujourd'hui en France, dont moi je m'inquiète, c'est que en fait on ne parle pas de laïcité, on parle de dialogue interreligieux. On parle de plus en plus de dialogue interreligieux. Alors que justement, la construction de la République, elle passe plutôt sur le fait que les religions ne doivent pas occuper le champ social.
vous comprenez quand même que les musulmans de France se sentent incompris, révoltés même face à cette laïcité qui leur est imposée. Ça a commencé avec la question du voile en France et puis tout ce qui s'en est suivi. Mais la laïcité ne doit pas être le bouc émissaire des échecs de notre société. Je crois que la France est confrontée à un problème d'intégration des Français principalement d'origine étrangère, parfois lointainement, parce que la France a connu effectivement un mouvement d'immigration dans les années 70, dont beaucoup des enfants d'aujourd'hui sont originaires. Bon, nous sommes confrontés à un problème d'intégration économique et sociale, c'est vrai, mais pour autant, la laïcité ne doit pas être la rançon de ces échecs économiques et sociaux. Pourtant, prenons un exemple concret, quand une lycéenne fait polémique à cause de quelques centimètres de jupe en trop, est-ce qu'on n'est pas tombé dans un laïcicisme radical, pour reprendre la formule de quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Emmanuel Todd? Non, mais je crois qu'il faut là-dessus savoir raison garder. On a eu le voile dans le collège de Creil à la fin des années 80, on a maintenant la longueur des jupes, on a le port de signes religieux ostensibles dans les espaces de cours à l'université. Tout ceci participe, disons, d'un climat un peu d'exaspération. Et je crois que ce qu'il faut, c'est recréer les conditions d'un véritable être ensemble républicain, de reparler justement de ce que sont les valeurs de la République, de refaire des institutions publiques et de l'école en particulier le véritable creuset d'une réussite pour tous. Et je pense qu'au final, dans la durée, ces manifestations épidermiques que vous évoquez disparaîtront. Je vous propose d'écouter à ce sujet Hassan Chalgoumi, c'est l'imam de Drancy. Il est en Israël en ce moment et il s'exprime justement sur la place de l'islam de France qui se cherche une direction. Écoutez-le. La communauté musulmane, malheureusement, est vaste. Elle est vaste au niveau de quoi? Au niveau aussi des versets, parce qu'il y a une divergence énorme. Si on parle de l'ingérence étrangère, c'est une ingérence aveugle. La mosquée de Paris, elle est gérée par l'Algérie. Le Rav Mev est géré par le Maroc. Les Turcs gèrent de notre côté. Qatar, avec l'UEF, elle gère les frères musulmans. Il y a 200 lieux de prière presque qui sont gérés par les frères musulmans, l'UEF, ou qui sont interdits en Émirats arabes, en Égypte. Et les frères musulmans ne sont pas interdits en France. D'autres phénomènes. Ça donne pas vraiment une vision d'un islam de lumière, un islam que je le crois et je l'appelle l'islam de France ou l'islam d'Europe. En même temps, il y a une volonté de former les imams. Je pense que cette volonté, il faut le réaliser, pas seulement politiquement, mais d'un islam incarné. Et il y a des cadres musulmans, il y a des imams qu'on peut leur donner cette responsabilité, qu'ils puissent réaliser ce projet. Alors Emmanuel Todd a créé le scandale ces derniers jours avec son livre en écrivant que l'esprit du 11 janvier était islamophobe parce qu'il défend finalement le droit de caricaturer le personnage central d'une religion, de dominer, c'est ce qu'a écrit Todd. Vous en pensez quoi? Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il n'y a pas de... Le blasphème n'a pas sa place dans une société laïque. Au XVIIIe siècle, la religion catholique persécutait ceux qu'elle considérait comme des blasphémateurs. Donc je crois que... Ces caricatures de Charlie Hebdo, vous êtes contre? Mais je pense que il y a encore une fois, les caricatures font partie de la liberté d'expression. C'est aussi la manifestation d'une certaine maturité de la société. Et je crois que les journalistes de Charlie Hebdo sont des véritables serviteurs de cette liberté d'expression. On peut être d'accord ou pas avec ces caricatures. On peut aimer ou pas Charlie Hebdo. Mais je crois que la liberté d'expression, en tant que prolongement de la liberté de conviction, est quelque chose que l'on doit défendre becs et ongles. Parce que le contraire de cela, c'est quoi? Le contraire de cela, c'est une société fondée sur une certaine forme d'intolérance et qui passe de nouveau sous la coupe des dogmatismes. Et ça, on ne peut pas le vouloir quand on est justement héritier d'une société de liberté. Merci Daniel Keller d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Allez, toute autre
autre chose à présent, les faux profils. Ça ne vous dit peut-être rien, mais sur Internet, il pullule des faux profils souvent fabriqués à grande échelle par des sociétés dont c'est l'unique activité. Betsabé, vous nous en dites un petit peu plus. Oui, alors sachez qu'aux Philippines, on parle même d'usine à clics carrément. Là-bas, vous pouvez acheter un faux profil pour 1,50 €. Et bien sûr, vous avez ce genre de sociétés et de start-up un peu partout dans le monde, y compris en France. Alors, leurs activités, ce sont des usines qui fabriquent de faux comptes, de faux profils qui s'affichent aussi bien sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Facebook, et puis ses faux amis, ses fans, ses likes, que sur les sites de voyage, par exemple, où ils vont donner de faux avis sur tel hôtel ou telle destination. Alors, pour le compte de qui ça intéresse? Eh bien, il peut s'agir d'internautes en manque de fans, de personnalités, on parle alors d'e-lobbying, ou alors de grandes entreprises qui cherchent aussi bien à vanter leurs produits que, bien évidemment, à cracher accessoirement sur ceux des autres. C'est un business juteux. Alors, prenez par exemple un site de consommateurs qui donne leur avis. Eh bien, une étoile de plus peut signifier une augmentation du chiffre d'affaires de 5 à 10%. Et ça se comprend facilement, puisqu'aujourd'hui, les internautes font davantage confiance à l'opinion de leurs pairs qu'au discours marketing des entreprises, qu'il s'agisse d'acheter un nouveau frigo ou de choisir donc un hôtel. Pour une entreprise en mal de notoriété, multiplier les fans va améliorer le référencement de sa page par les moteurs de recherche comme Bing ou Google. Plus une marque est visible sur les réseaux sociaux, plus elle gagne en visibilité sur toute la toile. Voilà. Et on va en parler avec un spécialiste, Dimitri Granger. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général Publicis Consultant. Alors, quelle ampleur ont aujourd'hui ces faux profils sur Internet? On peut dire que c'est assez important. Il ne faut jamais oublier que quasiment les 2/3 des trafics du trafic sur Internet est généré par des robots. On estime 62%. Donc c'est important. Sur les comptes de certaines célébrités ou d'hommes politiques, on a vu que ça pouvait représenter 8, 10, 15% des faux followers, de fake followers. Donc on peut dire que c'est assez important, c'est pas anecdotique. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un faux profil? Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. Il faut un petit peu de pratique. Si vous prenez par exemple sur Facebook, on sait qu'il y a à peu près 10% de faux comptes créés sur Facebook, et d'ailleurs Facebook fait la chasse aux faux comptes. En gros, si c'est un profil d'une très jolie fille avec en moyenne 700 ou 800 amis, beaucoup de photos taguées, il y a des critères comme ça idem sur LinkedIn. Il faut se méfier, il faut regarder, il faut aller rechercher la personne sur d'autres moteurs type Google pour essayer de compléter les informations, mais il faut avoir une vraie attention et ne pas rentrer en contact avec des gens dont on n'est pas certain. Est-ce que cette course au like, ces faux profils, prouve quand même qu'il y a un problème de valeur avec l'émergence de tous ces réseaux sociaux? Vous savez, c'est pas du tout lié à la problématique d'émergence des réseaux sociaux. En fait, c'est vieux comme le web. C'est vieux comme le web, c'est vieux comme les forums. Dès le début, les gens ont cherché, pour d'ailleurs des raisons qui sont parfois justifiées, et notamment de se protéger et de ne pas divulguer trop d'informations et ne pas laisser trop de traces sur Internet. Mais c'est vieux comme le web. Il y a une pratique qui s'appelle le pseudonymat, donc qui est le fait de discuter en ligne sous le pseudonyme, qui existe depuis le début, et finalement c'est lié à la pratique du web. Après, effectivement, il y a eu un effet de volume avec l'émergence des réseaux sociaux, et oui, ça appelle à la vigilance, ça appelle à la pédagogie, mais finalement ce sont des pratiques assez classiques. Ouais. Merci à Dimitri Granger d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. On va se quitter pour un nouveau journal. Tout de suite après, on parlera de football qui se mêle à la politique. La Fédération palestinienne de football n'en démord pas et exige de la FIFA la suspension d'Israël. Le détail de cette affaire après un nouveau point complet sur l'actu qui vous est présenté ce matin par Sarah Gaudron. Ce sera dans 2 petites minutes. Ne bougez pas.
sur ce plateau du Morning. Merci, bienvenue si vous nous rejoignez. Barack Obama réunit ce jeudi les leaders du Golfe à Camp David pour tenter de répondre à leurs inquiétudes sur la place croissante de l'Iran dans la région. L'absence de 3 monarques a été évidemment très remarquée, notamment celle du nouveau roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman. Mais le président américain a tenté de minimiser les frictions entre les deux pays et réaffirme l'amitié extraordinaire qui les lie. On l'écoute. Je peux dire que sur le plan personnel, mon travail et le travail du gouvernement américain avec ces 2 personnes et le prince héritier bin Nayef sur le contre-terrorisme a été absolument primordial, pas seulement pour maintenir la stabilité dans la région, mais aussi pour protéger le peuple américain. Et je veux les remercier pour leur soutien extraordinaire, leur travail acharné et notre coordination concernant nos efforts en matière de contre-terrorisme. Allez, on va passer en revue les grands titres de la presse arabe et israélienne ce matin. Maurice, dans Al Jazeera, revient justement sur ce sommet de Camp David. Oui, effectivement, Barbara, l'intérêt de la presse arabe pour le sommet de Camp David entre les USA et les pays du Golfe ne fléchit pas. Al Jazeera affirme dans ce contexte que Washington exclut la conclusion d'un pacte militaire dans le style de celui conclu avec l'OTAN, prétextant des difficultés à élaborer un traité au Moyen-Orient. Pour ne pas décevoir ses hôtes, Barack Obama a cependant donné des assurances claires affirmant que les États-Unis viendront à la défense de leurs alliés. Voilà, et à cette occasion, le président américain donne une interview à Sharq al-Awsat. Oui, effectivement, et toujours en marge du sommet de Camp David, Sharq al-Awsat publie une interview du président des États-Unis. Nous sommes prêts à utiliser tous les moyens à notre disposition pour protéger nos intérêts au Moyen-Orient, a déclaré Barack Obama. On l'aura compris, le président des États-Unis fait tout pour rassurer ses alliés du Golfe. Et au passage, sans insister, le chef de la Maison-Blanche reconnaît le rôle déstabilisateur de l'Iran et le soutien de Téhéran au terrorisme. Voilà, dans la presse turque, ce matin, le Zaman revient sur une catastrophe qui s'est produite il y a un an tout juste. Oui, à Soma, c'est la colère, le chagrin, la frustration et l'espoir. Un an après la catastrophe minière la plus tragique de l'histoire de la Turquie, 300 mineurs tués, écrit Zaman. Le quotidien turc rappelle que les familles des victimes n'ont toujours pas obtenu réparation. Le quotidien souligne également l'absence de représentants du gouvernement aux commémorations. La police a dû donc prendre des mesures de sécurité pour protéger le local du parti au pouvoir à Soma. Et dans la presse israélienne, ce matin, on démarre par le Yediot Aharonot qui revient sur cette annonce du Vatican de reconnaître l'État palestinien. Effectivement, le Vatican a officiellement reconnu l'État palestinien dans un accord de principe qui doit être encore ratifié, écrit Yediot Aharonot, une reconnaissance qui a profondément déçu les responsables israéliens, affirme le quotidien. Yediot constate que le nouveau gouvernement israélien a reçu hier un avant-goût de ce qu'il attend sur le front diplomatique, un tsunami diplomatique dès après la conclusion d'un accord avec l'Iran, écrit Yediot Aharonot. Et diplomatie, toujours cette révélation du Haaretz sur ces tensions entre la France et Israël. Oui, c'est à la première page, à la une du quotidien Haaretz. Barak Ravid révèle que les diplomates israéliens et français se sont violemment accrochés au cours de leur réunion sur le dialogue stratégique tenu la semaine dernière à Jérusalem. Les diplomates israéliens ont fait état de leur mécontentement concernant l'initiative du chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, déterminé à faire adopter une résolution en Conseil de sécurité sur le conflit israélo-palestinien. Le représentant israélien a directement accusé les autorités françaises qui, a-t-il dit, nous écartent délibérément et agissent dans notre dos. Voilà, et on termine cette revue de presse de la région avec le Israël Hayom. Le journal proche du pouvoir israélien pose une question, la légalisation du cannabis pour bientôt peut-être. Effectivement, la question est posée après les propos du commandant de la police israélienne. Celui-ci a déclaré lors d'une rencontre avec des élèves d'un collège que les Israéliens sont de plus en plus nombreux à vouloir et à exiger une légalisation du cannabis. Le commandant de la police a ajouté que la police et les autorités doivent donc reconsidérer la pénalisation de l'usage du cannabis et on ne parle pas uniquement de l'utilisation médicale, Barbara. Merci Maurice. Dans le reste de l'actualité de ce jeudi, tout ce qu'il faut retenir, c'est en bref et en images et c'est signé Chloé Demoulin. Les souterrains ont été inondés hier. Depuis, plus aucune nouvelle des 17 hommes. Une deuxième opération devrait être lancée dans la journée pour tenter de les secourir. L'année dernière, près de 90 incidents de ce type ont été reportés dans le pays.
Hier, Barack Obama accueillait les dirigeants du Golfe à la Maison-Blanche avec un objectif, rassurer face au programme nucléaire et aux activités de l'Iran. Une réunion qui intervient dans un contexte tendu alors que la trêve au Yémen vient de commencer, stoppant les bombardements de Riyad destinés à repousser les rebelles houthis soutenus par Téhéran. L'Indonésie déplace des migrants dans des centres de confinement. Ces derniers jours, près de 2000 réfugiés du Bangladesh et de Birmanie ont débarqué sur les plages indonésiennes. Parmi eux, de nombreux Rohingyas fuyant la pauvreté et les persécutions. Mais l'Indonésie a déclaré qu'elle refoulerait tous les nouveaux bateaux qui arrivent sur le rivage. Les migrants sont donc condamnés à rester sur leur embarcation, sans eau ni nourriture. Allez, on parle football et politique à présent. Des ambassadeurs étrangers en Israël et des stars du football israélien ont participé hier à la Coupe du Monde de la paix avec 400 enfants israéliens et palestiniens. Le tout sur fond de polémique. La Fédération palestinienne de football demande en effet à la FIFA la suspension d'Israël. Un reportage de Mathias Inbar. Des stars du football israélien aux côtés d'ambassadeurs étrangers des États-Unis, de Chine ou encore du Nigeria en Israël, tous entourés par des enfants israéliens et palestiniens. Bienvenue au mini-mondial de la paix organisé par le centre Shimon Peres. Mon but est de réunir tous ces enfants autour d'un match amical, sans haine, sans suspicion, avec l'espoir d'un meilleur avenir. Une ambiance de fête sur fond de polémique autour de la demande de la Fédération palestinienne de football de suspendre Israël de la FIFA. Selon Ramallah, Israël entraverait la liberté de mouvement des joueurs palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Une demande à laquelle s'oppose Sepp Blatter, le président de la FIFA, qui doit se rendre la semaine prochaine en Israël. Et pour les invités du jour, c'est aux politiciens et non aux sportifs de régler cette question. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est l'initiative du Centre Peres, c'est-à-dire football comme un moyen de dialogue entre les peuples. Je pense que tout ce qui concerne la politique devra être traité ailleurs. Je pense que c'est une erreur de mélanger la politique et le football. Cela va créer un dangereux précédent, parce que si vous devez punir tous les pays qui sont engagés dans un conflit avec des problèmes sécuritaires, il ne devrait plus en rester beaucoup à la FIFA. En attendant, seule issue pour la Fédération palestinienne, proposer un projet de résolution qui sera étudié lors de la prochaine réunion de la FIFA le 28 mai et recueillir un vote positif de minimum 75% des 209 votants. Yossi Benayoun, ex-joueur de Liverpool, préfère rester confiant. Bien sûr que je suis déçu de la tournure des débats. J'ai toujours dit lorsque je jouais à l'étranger qu'il ne fallait pas mélanger le sport et la politique. J'espère que ce type de rencontre pour la paix pourra agir en faveur du dialogue. Des stars du football israélien, des ambassadeurs étrangers, des enfants israéliens comme palestiniens, le tout organisé par le Centre Peres pour la paix. Seule absence remarquée, aucun délégué de la Fédération palestinienne de football n'était présent aujourd'hui. Mathias, vous êtes avec nous ce matin. D'abord un mot sur cette demande palestinienne de suspendre Israël de la FIFA. Où en est la démarche ? Bonjour Barbara, elle n'est pas nouvelle. Cette demande palestinienne est récurrente depuis plusieurs années. Ce qui est nouveau en revanche, c'est le vote que demande l'autorité palestinienne et surtout la Fédération palestinienne de football dirigée par Djibril Rajoub de voter une résolution en conseil spécial et d'urgence de la FIFA avec 209 membres. Il faudra obtenir, comme je le dis dans le reportage, 75% des votants. On le sait déjà, il y a un blitz du côté palestinien, il y a aussi un blitz diplomatique du côté israélien. Israël qui a demandé aux 100 ambassades dans le monde de discuter au ministre des Sports de chaque pays et surtout de montrer non seulement le passé douteux et controversé de Djibril Rajoub, il faut le savoir, l'ancien chef de la sécurité préventive du Fatah a fait de la prison en Israël pour activité terroriste, notamment un jet de grenade sur une patrouille israélienne, mais surtout de montrer qu'il y a effectivement la raison pour laquelle Israël bloque certains joueurs et de la bande de Gaza et de Cisjordanie, c'est qu'ils ont eux-mêmes un passé douteux et controversé, notamment un joueur de la sélection palestinienne qui en 2014 avait avoué lors d'une visite au Qatar avoir rencontré un haut dirigeant du Qatar, du Hamas, qui avait été transféré par Israël dans l'accord Shalit vers l'étranger et qui avait été accusé.
On revient un instant sur ce match de foot qu'on vient de voir, cette Coupe du Monde pour la paix. Est-ce que ce genre d'événement peut vraiment changer quelque chose au conflit israélo-palestinien? Écoutez, c'est tout l'enjeu de mon sujet hier soir, parce que c'était bien effectivement de montrer combien tout est beau dans le meilleur des mondes. Ouais. La situation candide avec des enfants palestiniens, des enfants arabes israéliens, juifs israéliens, jouant main dans la main, une sélection israélienne, de stars israéliennes avec des stars juives, des stars arabes également, des stars bédouines à l'intérieur de cette équipe. Effectivement, alors la discussion, il y a dialogue. Il y a, mais comme je le dis, à l'intérieur même des composants de la société israélienne, malheureusement, dès qu'il s'agit de faire venir des délégués, des hommes publics palestiniens, c'est là que ça bloque. J'ai plusieurs fois posé la question aux dirigeants de ce centre Pérez pour la paix. Ils m'ont dit à chaque fois, et ça fait 7 ans que ça dure, 7 ans que cette Coupe du Monde, mini-Coupe du Monde de la paix est organisée, à aucun moment des délégués palestiniens ne sont venus. Maurice, un mot là-dessus. Qui a gagné le match? Alors il y a 2 matchs, exactement. Alors c'est très intéressant parce que les ambassadeurs étrangers ont tout fait, et vous le voyez sur cette rencontre, pour gagner le match. Ils ont transpiré, ils ont gagné 2-1 face à des gamins de 7 ans. En revanche, les sportifs israéliens ont tout fait pour perdre, et 2-1. Merci, voilà, c'est fair play. Allez, aujourd'hui se clôture à Jérusalem le sommet mondial de lutte contre l'antisémitisme, le 5e du genre. Des orateurs du monde entier se sont succédés à la tribune pour parler de la situation dans leur pays, mais également pour aborder les moyens de lutte. Julien Baloul était sur place. Ils sont venus du monde entier avec un objectif: discuter de la montée de l'antisémitisme et des moyens de lutter contre le phénomène. Le message est simple, l'antisémitisme n'est pas le problème des Juifs, mais du monde entier, et notamment de toutes les religions, quel que soit le pays. En tant que croyants, nous devons donner notre contribution, notre valeur adjointe, d'une sensibilisation par rapport aux défis intellectuels et sociaux, sans donner de la légitimité à des mouvements ou à des personnalités radicales. 21e siècle oblige, l'un des thèmes abordés concerne la haine sur les réseaux sociaux. Régulièrement critiqué pour son manque de réactivité face aux messages racistes, Google explique sa démarche. Il est nécessaire d'avoir la bonne politique de modération et bien entendu les outils nécessaires pour la mettre en vigueur comme on l'entend. Ce point est crucial, car avoir une bonne politique de modération est un bon début. Mais s'assurer qu'il existe bien les moyens pour dénoncer des contenus qui violent cette politique et pouvoir les supprimer rapidement n'est pas moins important. Parmi les orateurs présents, plusieurs viennent du monde arabe. Ils en sont conscients, l'antisémitisme existe dans plusieurs pays arabo-musulmans et ils veulent justement le combattre. Le système éducatif doit changer dans de nombreux pays. Moi, par exemple, ainsi que d'autres militants berbères, nous pensons que l'héritage juif doit être enseigné à l'école. Les jeunes générations doivent apprendre ce vieil héritage qui date d'avant l'islam et d'avant l'arrivée des Arabes en Afrique du Nord. Enfin, bien entendu, la France était au cœur de nombreux débats. 4 mois après l'attentat contre l'Hypercacher, la maire de Paris, Anne Hidalgo, était présente à la cérémonie d'ouverture. Le maire de Sarcelles a été lui aussi invité à prendre la parole. Sa ville a été le théâtre d'affrontements intercommunautaires pendant la guerre à Gaza. Encore aujourd'hui, il pointe du doigt des difficultés. Mais vraiment en apparence, car les tensions sont toujours présentes, l'inquiétude de la communauté juive est présente et réelle, avec une volonté de partir, mais aussi une crainte quotidienne, même si les choses se pacifient, et elles se pacifient parce que depuis le mois de janvier, nous avons 250 militaires en permanence à Sarcelles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc les synagogues, les écoles sont protégées, et ça rassure la population, mais on sent bien que la tension est encore là, et que ceux qui ont organisé la manifestation antisémite du mois de juillet sont encore actifs. Il y en a même un qui s'est présenté aux élections le mois dernier. Au terme de ce sommet de 3 jours, les délégations rentreront dans leur pays avec un espoir que ce 5e forum mondial contre l'antisémitisme ait aidé à apporter des solutions. Julien, un point sur les chiffres de l'antisémitisme dans le monde. Oui, bonjour Barbara. Je vous renvoie au dernier rapport de l'Université de Tel Aviv, le rapport annuel sur l'état de l'antisémitisme dans le monde. On va voir sur cette image, l'antisémitisme en 2014 est en hausse. Il est passé en 2013 de 554 agressions antisémites à 766. Vous avez les chiffres concernant la France. La France qui, et en 2013 et en 2014, était le pays où le plus d'agressions antisémites ont été recensées. Il y a une hausse dans tous les pays. C'était la 2e année avec le plus d'agressions antisémites dans le monde. L'année précédente, c'était 2009. Les 2 années, il y avait eu un conflit entre Israéliens et Palestiniens. Quelle est l'efficacité de ce type de sommet ?
C'est là qu'on peut être un peu critique, c'est-à-dire que c'est le 5e sommet de ce genre, les bonnes intentions sont vraiment là, il y a des délégations du monde entier, on l'a vu, de gens de plusieurs pays arabes qui viennent, mais tout de même on se demande qui est-ce qui participe, c'est tout le temps des personnes d'une certaine bourgeoisie, d'une certaine haute société, comme on dit en anglais, c'est pas des personnes qui vont ensuite avoir peut-être une influence sur les personnes antisémites, ce sont des personnes qui ne sont pas antisémites à la base, qui viennent, qui cherchent des moyens de lutter, mais après il va falloir vérifier comment ces bonnes intentions se transfèrent dans les faits. Dans les faits, concrètement, sur le terrain. Merci beaucoup, Julien. À suivre, après un nouveau journal, d'autres nouvelles du Festival de Cannes, mais également ces papas décomplexés, les daddy cool envahissent le web, forums, communautés virales. On y parle sans complexe de biberon, de sommeil et de paternité assumée. Ce sera juste après un nouveau journal avec Sarah Gaudron. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On continue évidemment de prendre des nouvelles du Festival de Cannes. Vous le savez, c'était le coup d'envoi hier avec la cérémonie d'ouverture, le film d'ouverture. Mais Laetitia, le show, il a commencé bien avant cela. Il a commencé sur ces fameuses marches, les 24 marches les plus célèbres du monde, avec un parterre de stars évidemment qui étaient venus pour se rendre à cette cérémonie d'ouverture et pour assister à la projection du film d'ouverture. On a retrouvé donc Naomi Watts qui était magnifique. Bien évidemment aussi Julianne Moore qui est venue récupérer son prix d'interprétation féminine 2014. Nathalie Portman accompagnée de Benjamin Millepied qui avait lui chorégraphié le ballet qui s'est joué durant la cérémonie d'ouverture. Nathalie Portman qui a aussi présenté son film à la séance de minuit, A Tale of Love and Darkness, et puis des mannequins, des starlettes, Noémie Lenoir qui a montré son joli ventre de femme enceinte, et puis notre israélienne Bar Rafaeli. Christiane Taubira était aussi de la partie. C'était une cérémonie d'ouverture plutôt réussie hier soir. Lambert Wilson a fait un très joli discours, et puis ce ballet de Benjamin Millepied a beaucoup à l'image, plu. le jury de cette 68e édition menée donc par on a découvert aussi les visages de ce jury, Jake Gyllenhaal, les frères Cohen, magnifique Sophie Marceau, et puis l'actrice Sienna Miller et l'acteur Jake Gyllenhaal, ainsi que le réalisateur Xavier Dolan, Guillermo del Toro, et puis Rosy De Palma. Beaucoup de critiques sur la présence de Sienna Miller, étrangement, dans ce jury. On lui reproche de ne pas avoir assez fait de films, que c'est une trop jeune actrice, qu'elle a 33 ans et qu'elle a fait ce qu'on a retrouvé dans les médias, un film et demi, et qu'elle n'a pas vraiment la crédibilité d'être présente dans ce jury. Malgré tout, elle était très en beauté hier soir. Elle est très crédible à 33 ans. Je confirme. Crédible à 33 ans. Quant au film d'ouverture, donc celui de la Française Emmanuelle Berco, La Tête Haute, c'est donc eux qui ont eu le privilège d'ouvrir le festival, hors compétition, je le rappelle. L'équipe du film a foulé le tapis rouge du Palais des Festivals. Catherine Deneuve, qui interprète dans ce film une juge pour enfants et qui suit le parcours d'un jeune délinquant. Comme je disais tout à l'heure, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, avait vraiment tenu à venir à cette projection. Ce film, c'est une réponse à une année assez difficile qu'on a connue en Europe et surtout en France. Ça, c'est ce que Catherine Deneuve a déclaré lors de la conférence de presse. Elle a dit que c'était un film utile, qui raconte un destin très particulier, qu'elle trouve très intéressant, qu'un festival international comme Cannes ouvre avec un film de la sorte, un film d'auteur plutôt qu'un film tout public. Voilà, donc on a retrouvé le casting entier de ce film. Benoît Magimel, Sarah Forestier, Rod Parado et puis Catherine Deneuve. Voilà, un film dont on parlera encore beaucoup, un film de société. On a même parlé de dardénisation du cinéma français. C'est dans cet esprit-là, en tout cas, ce film d'ouverture. Le programme de ce soir ? Alors, le programme de ce soir, premier italien. Il y en a 3 en compétition cette année. Ils sont vraiment au cœur de toute l'attention, ces Italiens. Le premier italien, donc, il va présenter son film ce soir. Ça s'appelle Tale of Tales. C'est un conte de fées de la Renaissance par le réalisateur de Gomorrah, Matteo Garrone. C'est extrêmement esthétique, extrêmement noir,
mais absolument sublime. On va regarder tout de suite la bande-annonce. C'est magnifique. C'est très esthétique. Voilà, donc ça c'est pour ce soir. Ouais, demain, on viendra bien évidemment vous montrer les images du tapis rouge de Mad Max qui est présenté hors compétition, qui est projeté hors compétition. Et c'est vraiment l'événement attendu à Cannes. Donc voilà, le tapis rouge sera demain. Voilà, Charlize Theron, on l'attend. Rendez-vous est pris. Moi j'attends un mardi. Charlize Theron. Vous avez raison. Les directions, le centre de Tel Aviv à présent. On va vous retrouver, Daniel Ziri. Vous êtes à la maison de David Ben Gurion pour le coup d'envoi d'un événement culturel qui a lieu chaque année, qui durera tout le week-end à Tel Aviv. Tout à fait, Barbara. Alors, je me trouve ici dans la maison du tout premier chef de l'État d'Israël, David Ben Gurion. Et là, en particulier, nous sommes dans la bibliothèque. Vous pouvez voir une collection assez impressionnante de livres derrière moi. Mais en effet, c'est l'une des nombreuses maisons qui sera ouverte ce week-end à l'occasion de cet événement culturel dont vous avez parlé, le Open House Tel Aviv. Alors c'est un peu les portes ouvertes de Tel Aviv, ça dure tout le week-end, donc jusqu'à samedi soir ici. C'est la 9e année consécutive que cet événement a lieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que le public de Tel Aviv pourra visiter des maisons, des bâtiments de Tel Aviv, faire des visites guidées pour explorer l'architecture de la ville, et tout ça gratuitement. Alors il y a plusieurs visites de prévues, il y a 113 événements en tout de prévu ce week-end. Et puis donc il s'agit de soit visiter des bâtiments publics comme de nombreux bâtiments de l'université de Tel Aviv par exemple, qui ont des architectures très spéciales, mais il y a aussi beaucoup de résidents, des particuliers à Tel Aviv qui ont des appartements assez originaux, qui ont accepté d'ouvrir leurs portes au public, et donc les gens pourront rentrer chez les autres tout le week-end. Daniel, on peut comparer ça un peu aux Journées du patrimoine en France ? Tout à fait, on peut comparer ça aux Journées du patrimoine. D'ailleurs, Tel Aviv, vous savez, est un site inscrit au patrimoine de l'UNESCO, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il y a beaucoup d'architecture ici qui est très intéressante à voir. Il y a beaucoup d'explications sur cette architecture qui va être donnée par des guides à travers la ville. Donc, oui, c'est tout à fait comparable. D'ailleurs, cet événement a lieu dans de grandes villes à travers le monde, à New York, à Londres. Et c'est pour ça que la ville de Tel Aviv a décidé de commencer son propre open house en 2007. Merci beaucoup Daniel, depuis le centre de Tel Aviv. Rudy. Oui, à noter que c'est le même week-end que la Nuit des musées, je vous en parlerai demain ici même. Ça marche, le rendez-vous est pris. On va parler avec vous dans un instant de cette nouvelle tendance, les daddy cool, les pères qui s'investissent de plus en plus. Mais avant cela, autre tendance, ça se passe cette fois chez les seniors. Paraître plus jeune que son âge, mais en plus faire comme les jeunes. Portrait d'une danseuse de presque 100 ans. Daniel Campos avec David Combat. À 100 ans, Hélène Kramer est sans aucun doute la plus ancienne danseuse et chorégraphe encore en activité en Australie et dans le monde entier. Elle a déjà 24 ans lorsqu'elle commence le théâtre et la danse. Elle assiste à une représentation du Sydney Bodenwieser Ballet, dirigée par Gertrude Bodenwieser, une Viennoise ayant fui le régime nazi et émigré en Australie. Kramer tente sa chance auprès de la troupe et se voit acceptée au cours de danse. Au bout de 3 ans, elle en devient membre. Aujourd'hui, c'est à ses mouvements langoureux, appris au Bodenwieser, et à son propre engouement pour les mouvements expressifs que Kramer attribue sa capacité à poursuivre une si longue carrière artistique. À mon avis, en vieillissant, on devient moins intéressé par le côté physique et plus par
Selon Hélène, les exercices de position des pieds préconisés par le ballet classique sont très importants pour renforcer cette partie du corps. Et si aujourd'hui Hélène est borgne, cela ne l'empêche nullement de danser, même si son sens de l'équilibre en a été quelque peu affecté. Je n'ai jamais abandonné la danse parce que j'aime vraiment cela. Avec la compagnie Bodenwieser, elle voyage à travers toute l'Australie, mais aussi en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en Inde, avant d'ouvrir son propre studio de danse. Plus tard, Kramer s'installe à New York avec son compagnon, le réalisateur Baruch Shadmi. Malheureusement, celui-ci est victime d'un AVC, et Hélène laisse tomber la danse et s'occupe de lui pendant 18 ans, jusqu'à son décès. À 99 ans, elle décide de retourner en Australie et de faire un énorme comeback. Bien que peu connu jusqu'alors dans son pays natal, un nouveau chapitre s'ouvre dans sa carrière, en particulier grâce à sa collaboration avec le musicien Lacey Cole dans la production de clips musicaux. Au mois de mars, pour fêter son 100e anniversaire, elle a dansé The Early Ones, un ballet dont elle réalisa elle-même la chorégraphie. Elle assura également le financement du ballet grâce à des dons d'un montant de $26 000 d'administrateurs australiens désireux de l'aider à réaliser son rêve. Hélène Kramer n'est pas la seule artiste de grand âge encore en activité dans le monde du spectacle. L'acteur, metteur en scène et essayiste roumain Radu Beligan est toujours actif, il a 96 ans. Le russe Vladimir Zeldin, du théâtre de l'armée russe à Moscou, continue à jouer Don Quichotte et Miguel de Cervantes à l'âge de 100 ans. Ça m'est égal, j'ai 100 ans, je me sens libérée. Je n'ai plus besoin d'avoir l'air d'avoir constamment 35 ans. Hélène garde contact avec la fille moderne grâce à un téléphone portable et à Facebook. Et quand on lui demande le secret de sa longévité, elle répond d'une pirouette « Je ne fume pas, je ne bois pas et je ne cours pas après les femmes ». Voilà, et on va terminer par cet autre phénomène. Il s'agit, je vous le disais, de ces papas décomplexés. Les daddy cool envahissent le web, forums, communautés virales. On y parle sans complexe. Rudy, de biberon, de sommeil et de paternité franchement assumée. Et oui, ce matin, je voulais vous parler d'eux. Pour le plaisir, hein, non pas du groupe Bonhomme, bien qu'il y ait plein de choses à dire encore sur eux, mais je voulais vous parler de ça, hein, plutôt de ces papas, des daddy cool. Donc un article du Figaro, hein, vous voyez, hein, c'est un landau, d'ailleurs c'est celui de Barbara, qu'utilise Barbara tous les jours. Donc alors, il faut le dire, c'est vrai, vous l'avez dit, les forums, les blogs hein, consacrés à la maternité sont nombreux, ils ont un grand succès, mais effectivement, la paternité était jusqu'à maintenant plutôt passée sous silence. Alors l'arrivée d'un bébé dans une vie d'homme, c'est quand même quelque chose, c'est un chamboulement aussi finalement important pour l'homme que pour la femme. Les papas ou les futurs papas ont finalement beaucoup de questions à poser, beaucoup d'interrogations et ils n'osent pas forcément en parler. Et là, le net reste finalement la meilleure façon de s'ouvrir et d'échanger entre papas. Alors, c'est un article hein, donc, de Madame Figaro qui nous raconte l'histoire d'Alexis Benet. Quand il a eu à faire face à sa première paternité il y a quelques années, il s'est retrouvé assez angoissé et assailli de questions aussi simples que quelle démarche faire pour trouver un moment une crèche hein, pour son enfant ou tout simplement comment s'équiper avec tout le matériel qu'un bébé demande. Alors il s'inscrit sur des sites consacrés à la maternité et là il s'aperçoit tout simplement que dans ces sites-là, énormément de papas sont inscrits et la moitié en fait des inscrits sont des papas. Donc à la naissance de son deuxième enfant, ni une ni deux, il crée iBébé, un portail spécialement consacré aux papas et aux futurs papas. Qui peuvent poser toutes leurs questions. Est-ce qu'on révèle votre réponse quand on en parlait hier de ces questions sur la paternité, vous allez faire quoi? Moi, je ne sais pas. Vous appelez votre maman? Ah oui, c'est ça, vous m'avez dit, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est un réflexe qu'on peut avoir, c'est d'appeler sa maman pour avoir des conseils. Mais là, avec Internet, justement, les papas peuvent échanger entre eux. Alors, le slogan du site, c'est « Devenir parent, ce n'est pas qu'une affaire de maman », ça, c'est sûr. On trouve sur ce site donc plusieurs choses, un tas de conseils pratiques hors maman et concrets, un espace boutique, évidemment, puisque ça reste du business, qui attire, mais ce qui attire le plus le papa, c'est le côté communauté, la communauté dans laquelle ils peuvent mutuellement se conseiller. Où ils se sentent moins
seuls Ils se finalement. sentent moins seuls et ils se parlent. Alors il y a 3 grands sujets qui reviennent constamment sur ces forums. Arriver à concevoir pour ceux qui n'arrivent pas à concevoir un enfant, le fait de ne pas se sentir prêt à devenir papa avant que cela arrive et évidemment la sexualité ou surtout le manque de sexualité après la naissance. Alors il y a pour l'instant une centaine d'inscrits sur son site, mais la tendance, elle arrive en France, mais elle est déjà bien ancrée aux États-Unis. C'est quoi la différence finalement entre ces sites, ces communautés virales de papa et puis ceux de maman? Alors sur les sites de papa, on n'oublie pas qu'on parle avant tout à des mecs. Donc il faut leur parler en langage de mec. Donc la mise en forme, le ton, les sujets sont complètement adaptés aux hommes. Par exemple, aux hommes trentenaires à peu près. Sur Phaserly, on trouve des conseils mis sous la forme de sites de buzz, comme les 9 répliques de Star Wars à ressortir à votre enfant pour pouvoir l'éduquer. On trouve par exemple sur un autre site français qui s'appelle jesuispapa.com le top 10 des pires déguisements pour votre enfant. À noter quand même d'éviter de déguiser votre enfant en sandwich kebab. C'est la base d'une bonne paternité. Alors au-delà de l'anecdote, selon Catherine Selnet, qui est prof d'université en sciences de l'éducation, elle dit que non, plus sérieusement, cela révèle une vraie mutation du rôle du père. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, le papa intervenait un peu plus tard, vers les 4-5 ans, et la prime enfance, c'était le rapport entre l'enfant et la maman, c'était réservé à la prime enfance. Le papa arrivait plus tard. Désormais, sachant que la charge du travail avec le rôle de chacun est un petit peu mieux répartie, rééquilibrée, les papas doivent changer les couches et se sentent plus légitimes de le faire. Et comme en société, ce n'est pas leur rôle, ils le font avec d'autant plus de décontraction. Mais cela dit, messieurs, n'oubliez pas qu'être papa, c'est aussi ça. Voilà, c'est une pub pour des préservatifs. Voilà, je confirme, c'est à toutes les mamans aussi, ça a traversé la tête dans ce genre de situation. Merci Rudy, merci Laetitia, merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien.